Des monstres horribles envahissent la Terre pour la détruire, mais un homme doué de pouvoirs extraordinaires se lève contre eux et combat. C'est Ultraman. Chaque semaine, suivez cet homme dans les aventures périlleuses qu'il vit. Voyez Ultraman en couleur. Bonjour à tous les habitants de la Terre et de la galaxie M78. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes retransmis en direct. Tout à fait, retransmission galactique pour cette 50e émission de Tokuscope. Hein, bravo, hein, bravo monsieur. Ouais. Hein, vous êtes, allez, on va sortir le champagne. Non, c'est après. Bon, ok. Je pensais me bourrer la gueule tout de suite. Écoutez, on est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale 50e épisode, 50e anniversaire spécial Ultraman. Ouais. Voilà. En fait, la 50e anniversaire sur... Enfin, on fait la 50e émission sur les 50 ans d'Ultraman. C'est beau, voilà, c'est beau, c'est magnifique. Symbolique. C'est symbolique. Voilà, on espère que vous allez bien. Merci toujours pour votre soutien et pour nous avoir supportés jusqu'à cette 50e émission. Merci à toi de m'avoir supporté. Merci à toi aussi, hein, sacré. Bon, allez. On a décidé de revenir tout simplement sur... la première série Ultraman donc, de 1966 qui servira de focus, voilà, donc un chef-d'œuvre du tokusatsu télévisuel, pierre angulaire du genre s'il en est. Dans la Tokukave, nous parlerons d'un ouvrage sublime, incontournable, donc Eiji Tsuburaya, Master of Monsters de August Ragon, sans doute le meilleur bouquin américain sur Eiji Tsuburaya, normal parce que c'est le seul, voilà, accept no substitute. Et donc, dans le Dikotoku, nous parlerons de monsieur Toru Narita, qui est le designer des monstres des séries Ultraman, mais pas que. Voici un joli bouquin sur lui. Donc voilà, maintenant on va quitter la Terre pour aller vers la galaxie M78 pour retrouver Ultraman. Mais en fait, c'est l'inverse, puisque c'est lui qui vient sur Terre depuis la galaxie M78. Allez, c'est parti. Donc alors nous sommes en 1966 et donc Ultra Q est en pleine diffusion, on est un peu sur la fin de la série et Tsuburaya, vu que la série est un gros carton, ils sont déjà en train d'enchaîner sur le follow-up d'Ultra Q qui va marquer une évolution significative dans le concept puisque déjà la seconde série va se tourner en couleur et elle sera diffusée littéralement de suite après l'arrêt qui ont fait presque déjà à ce stade-là une saison 2 pour Ultra Q. C'est déjà une série qui commence par le même logo d'Ultra Q et qui en fait n'est que l'évolution d'Ultra Q, donc c'est limite une saison 2. Tout à fait. Clairement, pour résumer, on pourrait dire que c'est une saison 2. Tout à fait, sauf que dans cette série, donc dans cette deuxième série, on va accentuer l'aspect science-fiction. Donc on va développer l'imaginaire futuriste de l'univers à coup de vaisseaux spatiaux, de véhicules futuristes et surtout les personnages qu'on va vous présenter après ont des tenues déjà un petit peu différentes et surtout on va innover avec le concept du super-héros qui était absent d'Ultra Q en la personne de Ultraman. Alors Ultraman. Et c'est Ultraman qui va vraiment faire la différence et qui va vraiment propulser la série vers les cimes du succès télévisuel japonais. Donc, il faut savoir que la création du personnage d'Ultraman a pris quand même pas mal de temps, puisque déjà il ne devait pas s'appeler comme ça à la base. À la base, ça devait être un certain Redman, ce qui est logique vu qu'il est à moitié rouge. Et finalement, Redman ne va pas être le produit fini, mais ils vont quand même garder l'idée pour un autre personnage des années 70 qui s'appellera donc Redman. Tout à fait. Qui est toujours un super-héros de chez Tsuburaya. Tout à fait. Et en fait, Tsuburaya, pour designer son nouveau personnage, va faire appel donc à Toru Narita, on parlera tout à l'heure,
pour refaire donc Ultraman. Donc en fait, il a créé de nombreux designs. Au début, il avait un faciès très extraterrestre, mais au début, ils se sont dit bon, il faut qu'à la fois il ait un look différent, un look qui évoque un peu l'espace, qui évoque quelque chose d'extraterrestre. Un des premiers designs. Voilà, mais qu'il ait quand même quelque chose qui évoque l'humanité aussi d'une certaine manière. Donc en fait, ce qu'a fait Narita, c'est qu'il est allé voir dans tout ce qui est mythologie grecque, il est allé voir les statues de la mythologie grecque. Il s'est inspiré aussi de la déesse Kanon, qui est une déesse bienveillante de la mythologie bouddhiste. Et pour le caractère, ils se sont plus inspirés de Miyamoto Musashi, qui est le grand samouraï par excellence, sur lequel il s'en inspire surtout, je trouve, pour les scènes de combat et la stratégie, le comportement de Ultraman, qui a un comportement un peu malicieux. Et pour les couleurs, en fait, le gris d'argent vient du revêtement des fusées et le rouge vient de la planète Mars. Tout à fait, ouais. Voilà. Ce qui lui donne un aspect très spatial d'emblée. Donc, et de quoi parle la série ? Alors la série, donc on suit une équipe un peu de recherche et un peu de protection de la Terre en fait. C'est la SIA. Qui un peu régule toutes les activités un peu extraterrestres. Et les attaques de monstres. Qui pourrait y avoir. C'est International Science et Patrol. Du coup, il y a Yata qui se plante pendant un crash de son véhicule et vu que Ultraman culpabilise, il fusionne avec lui et donc ils cohabitent le même corps. Et donc Ultraman et donc Ayata peut se transformer en utilisant la fameuse capsule qui pointe vers le ciel et qui le transforme en Ultraman. Voilà. Ultraman qui ne peut pas rester longtemps dans sa forme géante parce qu'il a le fameux color timer qui lui indique le temps qu'il peut rester sous sa forme géante, et dès que le truc se met à clignoter, en fait, Ultraman a genre 30 secondes pour se débarrasser par assez de monde. Sinon il risque de mourir. Voilà, et ce qui était en fait une espèce de gimmick pour actionner le suspense dans chaque épisode. Ça veut dire, oulala, est-ce que Ultraman va arriver à battre le monstre à temps en fait ? Alors déjà, le personnage et l'univers sont introduits dans un espèce de spectacle qui va être diffusé le 10 juillet 66 sur TBS, donc qui est quelque chose qui a été fait dans un théâtre. En gros, c'est un show en fait, c'est un show comme on fait toujours aujourd'hui, mais disons que c'est un show introductif à la série. En fait, donc vous aviez des monstres, des expériences un peu bizarres avec des scientifiques un peu fous. Et les acteurs, ils étaient là. Et les acteurs qui étaient là, et vous aviez donc Ultraman qui apparaissait pour la première fois. Et si vous regardez bien cet épisode qui est maintenant trouvable sur YouTube notamment, si vous regardez bien dans le public, vous verrez un certain Eiji Tsuburaya qui attend sagement qu'on l'appelle. Donc c'est assez drôle à remarquer. Mais voilà, c'était vraiment histoire de bien l'introduire. Ce qui est marrant, c'est que excuse-moi, je te coupe, c'est que quand tu vois ce show-là, cet épisode-là, au début, vous avez le bâtiment des entreprises pharmaceutiques Takeda, qui était le sponsor de la série, donc la fameuse Takeda Hour, où il passait une série de tokusatsu et une série animée. Vous voyez genre l'hélicoptère qui s'approche du logo et on entend Takeda, Takeda, Takeda. Ouais. Voilà, c'est un petit fun, petit truc rigolo. Et du coup, la série après est diffusée à la télé, donc cette fois en couleur. Et c'est un choc immédiat, c'est un succès électrique. Ça s'explique forcément. Comment on ne peut pas être réceptif à cette série-là quand on est gamin ? Je veux dire, la couleur, le design, les monstres, le super-héros. Une des premières séries en couleur. Si c'est pas la première série. Une première série en couleur. Et surtout, cette chanson avec un chœur d'enfant qui résonne direct. Voilà. Et surtout qui sera reprise dans la version américaine 2 ans plus tard. Et donc carton cosmique, concept révolutionnaire, icône de la pop culture immédiatement reconnue. On va dire que Ultraman conforte tout ce que les enfants attendaient, on va dire pour du kaiju égal à la télévision et pour de la science-fiction en général. On va dire que c'est aussi cette série-là qui va un petit peu signer l'arrêt de mort progressif du kaiju égal au cinéma, qui va faire que tous les studios vont se mettre à paniquer. Et on va dire que c'est vraiment dans la continuité
d'Ultra Q dans l'utilisation de ces monstres, c'est-à-dire à la fois on a des costumes de la Toho qui sont recyclés pour créer des nouveaux monstres, notamment le fameux Jiras qui est un Godzilla jaune et vert sur lequel on a greffé une espèce de collerette de Dilophosaure, voilà, histoire de dire c'est pas totalement Godzilla. Surtout pour justifier que la tête soit séparée du corps, parce que c'est deux costumes différents. Tout à fait, exactement. Et puis on a les toutes nouvelles créations de Toru Narita, qui était le créateur des monstres, qui crée de nouvelles créatures totalement baroques, et surtout presque tous les monstres qu'on verra dans cette série vont rester. Je pense notamment au fameux Garamon qui était introduit dans la série d'avant, qui devient Pigmon ici, ou par exemple le fameux Baltaï Seijin qui est l'extraterrestre avec les pinces, qui est un super personnage, qui est un super méchant. Alors il y en a plein d'autres, il y en a toute une galaxie, mais c'est vrai que Gomorrah par exemple, Zeton aussi, Zeton qui est un peu anecdotique, mais qui est assez dingue aussi. Introduction de pas mal de personnages, et surtout Ultraman. Moi, ce que j'ai remarqué en voyant la série, c'est que Ultraman réassimile énormément de concepts. Donc déjà, l'influence de Jerry Anderson, elle se voit et elle est revendiquée hautement dans Ultraman. Ça se voit, la patrouille, c'est clairement les Tracy, clairement. Ils ont une base avec leur vaisseau, ils sont en uniforme et tout. Mais en tout cas, ça m'a frappé quand j'ai vu la série. Comédien important dans cette série, puisque nous avons Susumu Kurobe qui joue le rôle de Hayata. Qui deviendra l'icône du genre, même aujourd'hui il est encore toujours assimilé à qui fait souvent des caméos dans les films, exactement. Notamment on avait parlé de Guilala Strike Back, mais pas que, je veux dire, tu l'as vu dans Kamen Rider Black, il est plusieurs fois Bin Furuya qui joue Ultraman, qui est sous le costume d'Ultraman, Akihiko Hirata qui intervient de manière récurrente aussi. Ouais. Moi, surtout celui que je préfère, il y a deux acteurs que j'adore, c'est Madame Sakura, Hiroko Sakura, qui joue donc le rôle de Fuji, qui est donc la petite qui était déjà présente dans Ultra Q, le petit élément féminin du groupe. Et surtout, alors il y a les deux autres acteurs qui jouent les deux Sidekick Comics, qui sont de super acteurs aussi, mais surtout c'est Akiji Kobayashi qui joue le rôle donc du capitaine, et qui aussi jouera le rôle de Tobei Tachibana dans Kamen Rider. C'est lui qui fait les motos. C'est lui qui est l'instructeur des Riders. Oui, c'est vrai. Donc c'est le mec qui fait le lien entre les deux franchises. C'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié. Mais ce mec est juste énorme, et qu'on le verra dans presque tous les Godzilla de l'RSI dans les années 90, qui joue dans les politiques et tout ça. Super acteur, super comédien. Moi je l'adore, ce mec. Non, un casting de fou. Moi je suis par contre plus mitigé sur les costumes. Autant les designs sont très bien, mais je trouve qu'ils se passent très très mal à l'écran. Parce que j'ai l'impression que les costumes n'arrivent pas à égaler le design, en fait. C'est que vous avez des costumes très flottants par moment. Je sais pas si tu as remarqué ça. En fait, surtout sur des créations de Narita. En fait, moi, ce que je note, c'est que il y a un premier costume d'Ultraman dans les premiers épisodes qui a un costume pas encore tout à fait finalisé. Qui est assez moche, surtout au niveau du visage, qui a des problèmes de sculpture. Voilà, qui montre que l'urgence aussi de la série. Et au bout de quelques épisodes, on a le costume final, nickel et tout. Et moi, je trouve ça intéressant, justement, de voir un truc qui se lance et qui est encore un petit peu bancal, mais genre, ça y est, on y va, quoi. Et que le truc se corrige au fur et à mesure. C'est vrai que la couleur... la couleur a tendance à modifier l'impact visuel de ces monstres-là. C'est-à-dire que l'intérêt d'Ultra Q, c'est que vu qu'on avait un noir et blanc très contrasté, les monstres étaient limite expressionnistes. Donc, tu savais que la manière dont ils étaient photographiés les rendait beaux, mais tellement beaux que ça corrigeait les défauts, si tu veux. Tout à fait. Et là, le problème, c'est qu'il y a des monstres qui ont des formes un peu bizarres et des fois, les costumes, ils sont un peu... je sais pas s'ils ont été prévus pour des gens un peu plus corpulents ou autres, mais ça paraît vachement plus flottant. Je suis d'accord, mais en même temps, vu que les combats sont en général traités de manière assez légère, parfois même humoristique, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont arrêté de se dire, bon... Arrêtons de nous prendre la tête avec la morphologie de l'acteur qui va porter le truc. Arrêtons de se prendre la tête avec ça. Créons des bestioles
marquons le coup, créons un imaginaire, un bestiaire nouveau. Après, j'avoue qu'il y a des bestioles qui sont totalement dingues. Non, il y a des personnages sympas. Après, regardez la série aujourd'hui, ok, mais il y a quand même je trouve des petits problèmes de rythme. Moi, je regarderai pas tous les épisodes aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai surtout été marqué par les tout premiers, on va dire les 5-6 premiers. Et il y en a un que j'adore. C'est l'épisode 33, qui est un épisode humoristique où il désamorce tout à chaque fois. Oui. C'est un épisode où il galère, c'est un épisode où tu vois, ils sont en train de bouffer, et t'as Ayata qui doit se barrer, et genre, il utilise une cuillère pour se transformer, et il se dit, merde, c'est pas une cuillère, Et c'est un épisode qui arrête pas de désamorcer ces trucs. Et cet épisode-là est juste énorme, avec des free shots où ils disent, oui, mais attendez, maintenant vous allez voir la suite. Oui, mais attendez, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Mais c'est énorme cet épisode. Moi, l'épisode auquel qui m'a marqué, déjà cet épisode avec Giras, la fin de l'épisode elle est super dark. Et je sais pas si c'est lié justement au fait qu'ils aient utilisé un costume de Godzilla et où Tsuburaya s'est dit ok, on va quand même être respectueux parce que c'est la seule fois où je vois de la tristesse pour le monstre qui est battu. Bah ouais. Dans la série, c'est le seul moment où je le vois. Ah ouais, il est pas méchant. Il y a l'épisode aussi où Ultraman affronte un faux Ultraman. Oui, avec des yeux. Il est beau, superbe. Il est très très beau ce costume. Superbe, et moi je m'attendais pas à ce que dès 66 ils introduisent déjà ce concept-là. Concept qu'on retrouvera avec Bélial, avec tout ça, Ce qui est bien aussi, c'est que la série, bon, sans trop spoiler, se termine par une note extrêmement douce, amère. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Et le fait d'introduire le personnage de Zophie, qui est en fait le supérieur de Ultraman, tu te dis, il y a un truc là-haut, cette fameuse galaxie M78 qu'on voit jamais dans la série, tu dis, il y a un truc à explorer, qui est là-haut dans les étoiles. C'est ça, parce que la série est très en huis clos au final. C'est que ça se passe souvent dans la base, ça se passe souvent sur Terre, ça se passe souvent dans une ville japonaise. Enfin, globalement, c'est toujours au même endroit. Il n'y a jamais d'interaction avec l'espace, ou très rarement. Très peu, sauf vers la fin. Et du coup, à aucun moment dans la série, on nous dit qu'Ultraman peut être des centaines, des milliers, des milliards. On le suggère, mais jamais on le dit clairement. Et c'est vraiment à la seule fin où tu vois un autre. Tu vois, c'est vraiment à la fin où tu as un autre Ultraman, et là tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est pourquoi on me l'a jamais dit avant, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est ça aussi le génie du mythe, c'est que tu amorces des choses et que tu vas développer ensuite par la suite, après qui donnera Ultra Seven et tout ça. Et je pense que eux-mêmes construisaient leur mythe tout en le fabriquant jour après jour, épisode après épisode. Enfin, moi, ça fait quand même bien 7 ans que j'ai pas vu la série, mais je ne peux que vous la conseiller parce que même 50 ans plus tard, vous avez des idées à chaque épisode, les créatures sont splendides. Sensei qui fout la patate, qui vous met de bonne humeur. C'est irrésistible en fait comme série, moi je trouve. Je sais que certaines personnes préfèrent Ultra Seven, qui est plus dark, plus sérieuse et plus exigeante, mais moi je préfère celle-là parce que justement elle a ce côté extrêmement coloré, extrêmement fun et irrésistible et très rythmé, justement. Je trouve que justement, moi j'ai pas trouvé Ultra Seven, moi j'ai un peu plus souffert en termes de rythme. J'ai trouvé que dans Ultraman t'avais des gros problèmes de rythme, et j'ai l'impression qu'en fait ils ont essayé, comme je disais, de faire une saison 2 à Ultra Q, mais ils se sont dit ok, il faut qu'on aille plus loin, donc on fout un super héros, mais on sent que le super héros c'est pas l'ambition première. Non, c'est une finalité. Le problème c'est que il agit comme un Deus Ex Machina. Il n'est pas au centre du récit. Ouais, mais comme je dis, il agit comme un Deus Ex Machina, et moi ça me gêne. C'est plus une carotte dans cette série-là. T'as une série qui s'appelle Ultraman. Ultraman, il est juste là pour conclure l'histoire. Bon, c'est un peu limite, je trouve. C'est mon avis. Mais t'as le droit. Je trouve la série bien, mais avec quelques nuances quand même. Ce n'est pas ta préférée de l'univers. Je préfère largement plus Ultra Q. Oui, moi aussi. Mais si tu veux, pour moi, c'est deux conceptions différentes d'un concept similaire. Après, oui, bien sûr, comme je le dis, c'est l'aboutissement de pas mal de choses, hein, et ça amène à ce qu'il va y avoir après. Une série quand même à voir, une série qui... Fais voir le coffret, petit coffret. Alors, donc, le coffret. Qui est disponible donc chez Mill Creek aux États-Unis, donc avec le doublage japonais et le doublage anglais. Tout à fait. Et pour pas cher, vous avez un bonus sympa aussi dans le DVD, c'est que vous avez une interview de groupe avec tout le cast de doublage de l'époque. Oui. Et donc c'est intéressant, et
pour la petite info, la série est également disponible en version française. Enfin, tout du moins, elle a été diffusée en version française au Québec, puisque la série était programmée à l'époque, mais apparemment c'est Tsuburaya qui a récupéré les masters et apparemment ils savent pas ce qu'ils en ont fait. Donc c'est peut-être quelque part dans un coffre souterrain. Mais voilà, toute la série a été diffusée. Aujourd'hui, il y a que 3 épisodes, je crois, qui sont dispo en français, mais apparemment toute la série aurait été diffusée en français au Québec dans les années 60. Donc voilà. Bon, ben voilà. Hein. Bon, ben, Ultraman. Joyeux anniversaire, hein, un petit peu en avance puisque c'est en fait le 17 juillet, hein, la date de diffusion. Mais bon, on n'allait pas attendre le 17 juillet pour faire la 50e. Voilà, tout à fait. Bon, écoutez, nous continuons cette exploration de l'Ultraverse dans la Tokugawa. Capitaine, on est venu à bout du monstre. Oui, il est mort, grâce à un homme venu du ciel. Un homme de l'espace, hein. Quel dommage que nous ne puissions le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Est-ce lui qui vous a sauvé quand vous étiez dans la gueule du monstre? Oui. Dis-moi, Ayata, écoute un peu ici. Tout ça n'a l'air d'avoir aucun secret pour toi. Alors donne-nous le nom de l'homme pendant que tu y es. Je ne lui connais aucun nom. Aucun? Il est comme tout le monde, il a bien un nom. Ah, essayons de lui en trouver un. Que diriez-vous de Ultraman? Ça va? Ultraman? Ultraman. Qu'en dis-tu? Ben, ça me paraît... Je trouve ça ultra bon. Dans cette Tokucave, on voulait vous parler de ce livre que vous avez sûrement vu dans notre émission, auquel on fait référence en permanence et tout, et qu'on ne présente jamais, et je pense que là c'était l'occasion rêvée. Le livre de Auguste Ragon, donc Eiji Tsuburaya, Master of Monsters. C'est sorti en 2007. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre ? Alors ce bouquin, en fait, c'est l'aboutissement, enfin l'un des aboutissements d'Auguste Ragon, qui est en fait un peu le grand Manitou américain spécialiste de tout ce qu'il y a à savoir sur la pop culture japonaise. Hein. C'est un monsieur californien qui a grandi à San Francisco, dans lequel vous aviez quand même une diaspora japonaise quand même assez développée, notamment par le Chinatown local. Du coup, lui, il a pu voir, quand il était ado, du tokusatsu, du Go Ranger et tout ça, là-bas, aux États-Unis, parce que ils en importaient. Voilà. Il a eu accès à des documents lui-même très jeune à l'époque où ces sorties-là étaient diffusées. Donc c'est vrai qu'il a accumulé pendant des années une tonne de documentation. Il est allé au Japon dans les années 80, rencontrer les techniciens, les créateurs, Ishinomori, tout ça, les gens de Tsuburaya. Et c'est vrai que c'est devenu le spécialiste number one. À tel point qu'il travaille donc sur les éditions DVD, notamment de Shoot Factory. C'est lui qui présente les marathons. C'est un peu le directeur de collection, hein, on va voilà. dire. Mais il a un petit peu tout fait. Même sur Ultraman, il avait fait les livrets aussi. C'est quelqu'un, de toute façon, c'est qu'on appelle le go-to guy pour ce genre d'univers. Et donc, il a fait en 2007 son pavé consacré, une grosse biographie consacrée donc à Eiji Tsuburaya, qu'on aurait pu vous présenter pour l'émission de Tsuburaya, mais là c'est vrai qu'on s'est dit qu'on l'a reporté pour le présenter aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez donc toute la vie d'Eiji Tsuburaya, sa jeunesse, ses premiers travaux, sa relation avec la Toho, Godzilla, et puis vous avez effectivement, normal, une grosse partie sur la création d'Ultra Q et la création d'Ultraman. Et ce qu'on vous a dit un petit peu au début sur les mix d'influences qui ont servi à créer le personnage, vous les retrouvez dans ce bouquin, mais on va dire que le temps de lecture vous donnera la possibilité de voir toutes les composantes de la création du personnage. Surtout, ce qui est très intéressant, moi c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est très le nombre de photos rares ou limite impensables. C'est-à-dire que vous avez des photos de Eiji Tsuburaya quand il est bébé. Oui. Vous avez des photos de classe, vous avez... il y a une plateau. C'est super documenté, vous avez des photos de plateau d'une très grande qualité, Non, franchement, c'est... Si vous savez pas lire l'anglais, honnêtement, achetez-le, même juste pour les photos, ça mérite le détour, parce qu'il y a des photos de dingue, franchement... Il me semble qu'il a été publié en Chine aussi, également. Auguste m'avait parlé éventuellement, peut-être, d'une traduction française, mais c'est pas encore fait. Mais ce serait bien que ça arrive en France, justement, ce bouquin, ce serait magnifique. Vous avez des images de tournage absolument magnifique. C'est une lecture absolument saisissante. Moi, je l'ai lu 2 fois, le bouquin,
En 8 ans. Ultraman, séquence de tournage d'Ultraman. Non, franchement, c'est très complet. Et il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Et, Vous avez des interviews aussi de personnes. alors après, on pourra peut-être tiquer sur le fait que c'est sur Tsuburaya et donc que ça va pas au-delà de Tsuburaya. Mais, Oui, mais c'est le but bien, en même c'est le temps, but, j'ai hein. envie de dire. Mais non, franchement, c'est un livre qu'il faut avoir et donc qui a été réédité dans une version plus light avec Souple. une préface, je crois, de Gareth Edwards. Ouais, il me semble. Enfin, il y a au moins un message C'est ça. de Gareth Edwards, mais non, franchement, si vous l'avez pas, procurez-vous-le parce que franchement, ça mérite le détour. Une superbe lecture. Ça mérite le détour et il y a pas mal de petites anecdotes dedans. Bon, allez, on parle maintenant d'une autre personnalité importante dans le Tikotoku. Bon, bah là, il est temps de vous parler d'une autre personnalité cruciale dans la création de l'univers d'Ultraman. Donc, Eiji Tsuburaya. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On a déjà parlé. On va vous parler donc de monsieur Toru Narita, donc, qui est en fait qui était essentiellement un designer de monstres pour Ultra Q et pour Ultraman, mais pas surtout que. un artiste d'avant-garde. Tout à fait, extrêmement. Avant d'être designer, c'est surtout un peintre. C'était un peintre, sculpteur, plasticien, en fait, voilà, vraiment quelqu'un d'avant-garde, comme tu l'as dit très bien, qui s'est fait connaître surtout dans les années 50, puisqu'il était né en 1929. Uh-huh. Et en fait, il a bossé sur les films de Lato dans les années 50, notamment sur Godzilla, apparemment, sur les locations, donc sur le tournage. Et donc, on va dire qu'il va devenir le deuxième inventeur de monstres au Japon. C'est lui qui va définir la deuxième génération de créatures au Japon, avec Ultra Q, puisque c'est lui qui va littéralement se désolidariser des designs préhistoriques, parce que quand vous regardez les précédents, les premiers monstres de Lato, soit on s'appuie sur des dinosaures, soit on s'appuie sur des animaux qui existent mais qu'on rend géants, soit on s'appuie sur des dragons, soit on fait des mutations entre différentes espèces. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver et dire non, il faut faire des créatures complètement nouvelles, créer des designs nouveaux, et lui, vu son passif d'artiste d'avant-garde, ça va lui permettre d'accoucher de créations totalement folles. Déjà, quand vous voyez Pigment en soi, qui est un petit peu son monstre signature, vous voyez que ça ressemble à tout et à rien, quoi. Littéralement, le mec faisait des toiles vivantes qu'il arrivait à matérialiser en 3D. Et je crois que c'est quand même lui qui a réussi à permettre au kaiju de s'extirper de cette gangs préhistoriques. Et c'est marrant parce qu'il était aussi bien capable de faire des choses extrêmement chargées en termes de monstres, ou alors d'aller dans l'épuration la plus totale. Quand on voit le costume, le design d'Ultraman, c'est quand même un chef-d'œuvre d'épuration artistique. C'est quelque chose avec des lignes très simples, des courbes, peu de détails, une bouche, de grands yeux, c'est tout sphérique, avec deux couleurs, c'est quand même un truc... Mais ça tranche avec les autres designs, ça tranche avec les monstres qu'il fait. Et donc voilà, il y a une exposition sur lui qui a été faite l'année dernière. Il concevait également certains vaisseaux, certains véhicules, et tout a été rassemblé dans ce superbe bouquin, qui est un pavé hallucinant sur toutes ses créations pré et pendant Ultraman. Et quand on voit par exemple les différentes évolutions du look d'Ultraman, on voit qu'il y a eu quand même différentes versions. Il y a même certains éléments de personnages qui n'ont jamais été validés, qu'on peut retrouver sur certains monstres ou sur autres personnages secondaires, celui-là qui est splendide. Donc voilà, c'est aussi lui qui avait conçu les masques des frères jumeaux de la guerre des monstres, War of the Gargantuas, qui est quelque chose à la fois d'assez simiesque et en même temps de très déformé, de très grotesque. Il a mis beaucoup de détails, beaucoup de lignes comme ça qu'on peut voir sur les créatures. Non, c'est quelqu'un d'admirable, Monsieur Narita. Malheureusement, il nous a quittés en 2002, déjà, il y a 14 ans. Et c'est quelqu'un de saisissant, vraiment quelqu'un qu'il faudrait aussi parler plus en détail, parce que son impact sur le genre, sur le tokusatsu, il est considérable.
Et quand on voit ce bouquin, on se rend compte de toutes les créations qu'on a loupées et de toutes les créations qui ont évolué, qui ont muté pour donner certains personnages des séries qu'on connaît parfaitement. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Alors Jordan? moi j'aimerais juste parler de cette revue, ce numéro de la revue Back Cover justement, qui est une revue à la fois en français et en anglais, qui là donc est une spéciale Japon. Et dedans vous avez donc notamment un superbe article sur Monsieur Narita, donc qui est une approche un peu différente de l'ouvrage dont on vous a présenté, mais qui est tout aussi intéressante et qui donne énormément de clés sur son travail. Et vu que c'est une revue sur le graphisme, sur le design et tout ça, c'est pas forcément une approche très tokusatsu, et c'est pas plus mal parce que justement ça permet de s'extirper de ça et pour parler de ses œuvres en tant qu'art et en tant qu'œuvre d'art à part entière, vu que comme on disait c'est un artiste avant tout. Ce qui montre que le tokusatsu est une forme d'art ce qui est tout aussi intéressant. Donc voilà, la revue Back Cover, si vous n'arrivez pas à vous procurer ce livre, franchement vous avez déjà ça, c'est déjà une très très bonne lecture. Impeccable. Voilà. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Merci encore pour votre soutien et merci pour nous avoir suivis durant ce 50e épisode. Et écoutez, nous, vous pouvez toujours nous suivre au même endroit, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur la chaîne YouTube de Cinefuzz, sur notre blog et sur la page Tipeee de Cinefuzz est toujours ouverte. Ouais. Donc Jordan. La prochaine fois, on continuera un peu sur du Ultraman. Encore ? Ah ouais, parce que c'est les 50 ans, faut en profiter, avec une variation un peu particulière d'Ultraman, mais vous verrez ça dans la 51e. Donc en attendant, on se quitte sur le générique d'Ultraman. On était obligés. Donc, voilà, donc prenez soin de vous et... Swatch!